Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, où y vit une foule d'animaux. Insectes, mammifères et oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Il y a jaguars et anacondas qui sont les maîtres des lieux. Les oiseaux, toucans et haras discutent, pendant que Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi et que Capucin réveille paresseux dans son long sommeil. Et puis, il y a Colibri, suspendu dans de longs vols immobiles, buvant le nectar des fleurs. Il fait ça toute la journée. Les animaux se moquent souvent de lui, parce qu'il est tout petit. Un jour, comme les autres, des nuages gris poussés par le vent arrivent. Puis de l'eau se met à tomber. D'un coup, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Puis les flammes se répandent, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, affolés, se réfugient près du petit étang dans une clairière. Tous, sauf le colibri. Il est occupé à prendre quelques gouttes d'eau dans son mini-bec pour aller les verser dans les flammes. Encore et encore. Un moment, Jaguar agacé lui dit « Dis Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. » Puis Colibri dit « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Puis Colibri s'élance vers les flammes. Les animaux restèrent bouche bée. Puis c'est le premier, Toucan, qui dit « J'ai un long bec et je sais voler. J'y vais aussi. » Puis Hara dit « Je t'accompagne. » Ensemble, tous les animaux de la forêt s'élancent vers les flammes en essayant d'éteindre l'incendie, prenant de l'eau dans leur pattes, dans leur bec, dans leur museau, dans tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'éteindre l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et ils se sentent unis par une force nouvelle et on ne se moque plus jamais de la petite taille du colibri. Eat and sleep and chum. Your mother, she's the one who gets all your coats and hire them up to heal with road and oats. And the heart should go the place you love the most. Your only frightened ghost. Your heart, they like the meat. It was too tough to eat, to chew and grind with teeth, to chew and grind with teeth. Your love, some beats. You know those men you beast. You beast, you beast, you beast. Gentlemen are we. Merci Emilien d'avoir fait ta part pour le sommet. Merci à Condor de l'avoir accompagné. Et surtout, merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Alors là, c'est vraiment la première fois. Et bienvenue à la clôture du sommet des entrepreneurs. Ce soir, nous ne sommes pas à Liège. Nous ne sommes pas à l'opéra, nous sommes dans une chambre, mais pas dans n'importe quelle chambre, nous sommes dans votre chambre d'enfant. Cette pièce parfois un petit peu spéciale, parfois un peu magique, dans laquelle, entre quatre murs, vous pouviez explorer des nouveaux mondes. Cette pièce dans laquelle les histoires n'étaient pas simplement des mots, mais des réalités, des possibles. Cette pièce dans laquelle vous pouviez être des aventuriers, des explorateurs, des indiens, des pirates, des astronautes, des stars de cinéma, et peut-être même
des colibris. Ce soir, on a envie de renouer avec cette âme d'explorateur. L'histoire est faite d'hommes et de femmes qui se sont battus pour des causes qui les dépassaient. Marie et Pierre Curie, Cléopâtre, Magellan, Simone Veil. Tous, chacun, chacune, à leur époque, avec leurs convictions, ont réussi à explorer des possibles dans lesquels aucun de leurs contemporains ne s'était jamais aventuré. Alors, face aux défis colossaux de notre génération, on a besoin encore d'hommes et de femmes qui se battent pour pouvoir arriver à avoir un futur plus clair, meilleur. Ce soir, dans cette conférence, peut-être qu'il y a parmi vous déjà des individus face à ces défis colossaux qui ont décidé de changer leur manière de faire, des citoyens qui ont adapté leur comportement, des entreprises peut-être qui innovent, des politiques qui ont mis en place des nouvelles réglementations. Pendant cette heure et demie de conférence, on va avoir 4 explorateurs, 4 colibris à nos côtés. Et pour pouvoir parler bien de ces colibris, c'est le Venture Lab qui le fait ce soir parce que nous, on croit en ces jeunes qui ont envie de changer le monde. Pour en parler, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Bernard Surlemont, qui est un des fondateurs du Venture Lab et le président du Venture Lab, et Aude Bonvissuto, la directrice. Bernard, tu es professeur en entrepreneuriat à HECU Liège, tu es le fondateur du Venture Lab, le président même. Pourquoi tu penses qu'on a décidé de commencer cette conférence avec cette fameuse légende du colibri? Bonsoir à tout le monde. Donc, la légende du colibri, c'est une légende amérindienne qui a été popularisée par Wassara Maathai, qui est une Nigériane, qui était la première femme à être prix Nobel de la paix en 2004 et qui a, pour avoir notamment contribué à la reforestation de son pays et avoir défendu la cause des femmes. Alors, l'histoire du colibri, on s'imagine que le petit colibri, il ne sait pas faire les choses seul. Donc, il a besoin des autres, les colibris. Donc, c'est déjà une première leçon. C'est qu'on ne peut pas résoudre ce problème seul. La deuxième raison pour laquelle l'histoire du colibri est peut-être inspirante, c'est que le colibri, il agit. Il ne regarde pas, même si c'est tout petit. Donc, il est dans l'action. Et ça, on aime l'action Venture Lab. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on doit tous faire son colibri. Non. Si on est toucan, on doit faire le toucan. Si on est éléphant, on doit faire l'éléphant. Donc le colibri, il fait en fonction de ses moyens. Et les plus nantis doivent faire plus que les pauvres. Les plus démunis doivent faire moins que les riches. Pareil pour les pays. Et alors, dernière chose, c'est l'idée que si nous devons attendre que les autres bougent pour bouger soi-même, c'est la meilleure façon de rester immobile. Je voudrais juste rappeler deux éléments. Un premier élément, je pense qu'Emilien n'était pas né à l'époque, 2002, septembre 2002, un président français disait au sommet de la Terre à Johannesburg, donc 2002, il y en a plein de vous qui ne sont pas nés à ce moment-là, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Okay, comme si on... Voilà. Plus récemment, ce qui a été frappant aussi, si on reste dans la métaphore de l'incendie, c'est des incendies qui se sont passés en Australie. Alors j'ai été vérifier mes chiffres. Plus de 20 millions d'hectares ont brûlé. 20 millions d'hectares, c'est 7 fois la surface de la Belgique. Okay. L'ONU considère qu'il y a plus de 1 milliard d'animaux qui ont disparu à cette occasion. Et qu'est-ce qui préoccupait les individus à ce moment-là? C'est que peut-être, en fonction des fumées qui arrivaient sur Melbourne, on allait devoir reporter l'Open d'Australie. C'était ça la préoccupation. Donc on voit là, Aurélie, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que le colibri a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Merci Bernard. Alors Aude, donc directrice du Venture Lab, je pense que tu vas nous donner peut-être un avis un peu plus positif. Cette année, le thème, si vous ne le saviez pas encore, c'est explorer des nouveaux possibles, l'aventure individuelle, collective de notre génération. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce thème, on l'a créé collectivement, évidemment, au sein du Venture Lab. Parce que d'abord,
Face à ces constats et cette image d'incendie qui peut être très immobilisante, on avait vraiment envie d'abord de lancer une invitation à l'exploration. Tu parlais de l'âme d'enfant. Le but, c'est vraiment de se dire au sein de chacun, de chacune, il y a sans doute un explorateur, une exploratrice de quelque chose, juste ce à quoi vous tenez et qui mérite que vous mettiez en mouvement. Ça, c'était le premier point, l'invitation. Le deuxième point, c'est que au sein du Venture Lab, on a des milliers, vous l'avez vu, de jeunes qui sont passés en nous disant « Je veux entreprendre, je veux réaliser quelque chose qui n'existe pas encore et je veux y mettre tout mon cœur, toute mon âme. » Et ces individus, évidemment, on avait envie de les célébrer. Et quelle joie tout à l'heure de voir autant de monde autour d'eux, autour d'elles, parce que c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et ça, j'en viens à mon troisième point. C'est que l'avenir, évidemment, plus vous êtes jeune, plus vous allez le vivre pendant longtemps. Plus vous allez en vivre les conséquences. Mais pour autant, on est un groupe de terriens, actifs, présents, vivants, capables d'agir au XXIe siècle. Et tous ensemble, on forme une seule et même génération. Celle qui peut écrire l'avenir. Et donc le but, avec ce sommet des entrepreneurs, avec le fait de rassembler autant de monde, quelle que soit la génération, quelles que soient les convictions, c'est de ne pas faire reposer l'avenir juste sur ces jeunes entrepreneurs qui en veulent vraiment, mais c'est de se dire qu'on est tous ensemble à leur côté et qu'on avance. Là-dessus, j'avais envie de juste faire une petite référence parce qu'il en faut bien et que ça fait bien. Il y a une étude en 2011 qui est sortie grâce à 2 chercheuses à Harvard qui étaient spécialisées dans les luttes non violentes et qui ont analysé qu'il suffit en fait de 3,5% d'une population qui s'active véritablement pour une cause pour pouvoir faire changer l'équilibre en place. Et donc on n'est peut-être pas 3,5% de la population, mais si on peut déjà servir à quelques points, c'est super. Merci Aude, merci Bernard. Ce thème dont Aude vient de vous parler, en fait, il vibre depuis toujours au Venture Lab. Mais depuis mercredi passé, il vibre encore un peu plus particulièrement. Pourquoi ? Parce que le sommet des entrepreneurs, c'est pas juste cette soirée-ci. C'est 4 jours presque consécutifs avec un petit week-end entre. Je vous propose de découvrir le sommet et toutes ses activités en images. Là, je pense que vous pouvez applaudir pendant les logos des sponsors. Alors, je découvre exactement en même temps que vous ces images, parce qu'on vient à peine de les avoir. Il y avait plein d'images d'aujourd'hui. On a vu quand même des choses assez positives, avec des gens hyper motivés, des jeunes qui ont envie. Et malgré toute cette envie de bien faire, cet élan de positivité, on se rend compte qu'on est encore très, très loin en termes d'objectifs fixés, en termes climatiques. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi on est si loin, on a invité quelqu'un ce soir.
Parce que malgré toutes nos divergences, on a un point commun, du moins je l'espère, c'est notre cerveau. Alors notre cerveau, ça peut être notre plus belle innovation, mais ça peut être aussi apparemment notre pire entrave. Pour essayer de comprendre pourquoi, face à ces défis climatiques, on a du mal ensemble à se mettre en route et à passer à l'action, nous avons décidé d'inviter Sébastien Boller, que je vous propose d'accueillir très chaleureusement. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Sébastien, vous êtes neuroscientifique, vous êtes journaliste, mais ce soir, on vous a surtout invité pour votre livre, Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Ça, c'est le titre du livre. Je pense que face à ces défis, vous avez une petite réponse. Vous avez l'impression que si on ne passe pas à l'action, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre cerveau. Je vais vous laisser 10 minutes pour pouvoir expliquer au public. Et ouais, c'est pas une discussion. 10 minutes pile pour pouvoir expliquer au public ce qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'on sait et qu'on a du mal à se mettre en route. C'est parti. Merci. Très bonne introduction. Pourquoi on sait et pourquoi on n'agit pas à la hauteur de notre connaissance. Vous savez, moi, pendant très longtemps, en tant que neurobiologiste, j'ai considéré que le cerveau humain était la 8e merveille du monde. Et c'est vrai qu'un cerveau, c'est fantastique. Et puis un jour, il m'est arrivé quelque chose. Rien de très spectaculaire, je prenais mon petit déjeuner. À 8h du matin, j'avais mis la radio et j'entends le journaliste qui me dit « Très mauvaise nouvelle ». Et il envoie, c'est parti, un collectif de 15 000 scientifiques tout autour de la planète tire le signal d'alarme. Nous ne tiendrons jamais nos engagements pour les accords de Paris. On va dépasser les 2-3 degrés de réchauffement moyen à l'horizon 2100. Ça va provoquer des canicules, des pénuries d'eau, des baisses de rendement agricole, une augmentation du niveau des mers, des migrations de centaines de millions de migrants climatiques, de conflits armés. On ne va jamais s'en sortir. Très mauvaise nouvelle. 8h du matin, le couteau, le beurre, la biscotte. Je broie du noir pendant toute la journée. Et le lendemain matin, je me retrouve de nouveau devant ma biscotte, avec mon couteau, mon beurrier, et j'allume la radio. Même journaliste qui dit « J'ai une très bonne nouvelle pour vous. La voici. La communauté européenne vient de vendre pour 50 milliards de contrats d'Airbus aux Émirats arabes unis. Très bonne nouvelle. » Et là, je manque de tomber de ma chaise, et je me dis « Aïe, nous avons là un individu éduqué qui a accès à l'information, et qui se réjouit d'une chose qui est en partie la cause de ce dont il se lamentait hier. Moi, je suis relativement éduqué aussi, j'ai accès à l'information, et mince alors, moi aussi je suis complètement contradictoire. Je me lamente de l'état de ma planète et j'émets à peu près 10 tonnes de CO2 par an, sachant que les accords de Paris nous forceraient à descendre à 2 tonnes. Donc je navigue en pleine incohérence, moi aussi. Et je vais discuter avec mes collègues, et c'est pareil. Ah, ils voudraient tous faire des choses, et puis ils vont au restaurant, ils se mangent une bonne côte de bœuf, ils montent dans leur SUV, ils s'achètent un iPhone 18. Bon. Ouh là là là, il est où le bug? Donc, pour moi qui suis neurobiologiste, je me dis là, nous sommes peut-être intelligents, mais nous sommes aussi complètement stupides. Parce qu'on invente des choses fantastiques, des symphonies, des cathédrales, des écrans à plasma, des antibiotiques, c'est vrai, mais en même temps, ça pourrait être un peu la fin des haricots là, pour Homo sapiens, assez bientôt là. Donc où est le bug? Et donc je me dis, il doit y avoir un problème dans ce cerveau soi-disant intelligent, peut-être qu'au fond il est pas si bien câblé que ça. Donc on ouvre le cerveau, qu'est-ce qu'on voit dans un cerveau humain? Nous voyons l'aspect habituel, mesdames et messieurs, avec un cerveau extérieur, plissé, très intelligent, qui s'appelle le cortex. Le cortex cérébral, c'est l'œuvre de l'évolution d'Homo sapiens au cours des dernières dizaines de milliers d'années. C'est très intelligent, c'est super doué pour l'abstraction, pour créer des machines. Ok, génial. La dernière acquisition de notre espèce au cours de l'évolution. Mais si vous descendez dans les profondeurs du cerveau, vous tombez sur cet organe-là qui ressemble à une sorte d'alien. En fait, c'est bien pire qu'un alien, vous allez voir. Ça s'appelle le striatum. Le striatum, lui, il est beaucoup plus vieux. Il était déjà présent chez les poissons du précambrien il y a 500 millions d'années. Il a tracé sa route à travers les primates, les rongeurs et l'être humain. Qu'est-ce qui fait le striatum, qui est là depuis le début? Alors lui, je vous préviens, il ne fait pas de l'intelligence, il fait des désirs, il fait des motivations. Et il nous pousse à réaliser certains comportements
extrêmement efficaces qui ont fait leurs preuves pendant des millions d'années, et ils nous poussent à le faire en nous récompensant avec du plaisir quand on le fait sous forme d'une molécule, la dopamine. Cette dopamine, notre striatum nous la donne à chaque fois qu'on fait des comportements qui nous ont aidés à survivre par le passé. Et ces comportements, il y en a 5 en gros. Et c'est très simple, pour comprendre lesquels ils sont, il suffit de se replonger dans la vie de nos ancêtres, à la préhistoire, des Homo erectus, il y a 2 millions d'années. Pour survivre, il faut manger, se reproduire, avoir du statut social dans son groupe, être important, si possible le chef, faire le moins d'efforts possible, pour économiser l'énergie, et trouver des informations pertinentes dans l'environnement pour trouver à manger. Okay. Et à chaque fois que nos ancêtres réalisaient ces 5 grands comportements, le striatum les récompensait avec un shoot de dopamine. Okay. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on voit qu'est-ce qui a aidé nos ancêtres à survivre, manger, ok. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en ces temps-là, la nourriture, ça courait pas les rues, et puis il fallait se goinfrer le plus possible quand il y en avait, parce qu'il n'y avait pas de quoi conserver la viande, on pouvait se la faire piquer par un prédateur, on n'était jamais sûr de trouver une autre proie avant des semaines ou des mois, donc dès qu'il y a de la bouffe, il faut bouffer le plus possible. Donc dopamine quand on mange sans limite. Deuxièmement, pour transmettre la vie, à long terme, il fallait donc avoir des relations sexuelles pour transmettre son ADN. Donc dès qu'on a des relations sexuelles, dopamine, on le sait, on est payé pour le savoir. Et là encore, ce qui est très important pour passer entre les mailles de la sélection naturelle, le plus de relations sexuelles possible. C'est ça qui fait qu'on est sélectionné par l'évolution. Donc dès qu'on a le plus de relations sexuelles possible, là encore le striatum nous récompense avec de la dopamine. Ce n'est pas fait pour s'auto-limiter. Pareil pour avoir du statut social. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on est le chef dans son groupe, on a plus facilement accès à la nourriture et aux partenaires sexuels. Donc là encore, le striatum nous récompense avec de la dopamine. Et évidemment, faire le moins d'efforts possible, parce que ça permet de survivre en milieu hostile quand il y a peu à manger. Finalement, trouver de l'information pour se trouver sur la piste d'un gibier ou éviter un prédateur. Et donc, pendant des millions d'années, notre striatum nous a récompensé aussi quand on trouvait des toutes petites traces d'informations dans notre milieu naturel. Et ça, on pourrait se dire que c'est génial, puisque ça a fonctionné pendant des millions d'années. Mais aujourd'hui, la monnaie se retourne. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le cortex cérébral très intelligent qui a évolué dans l'espèce d'Homo sapiens a commencé à faire plein d'inventions. Et par exemple, des outils de pierre taillée, des armes de jet pour chasser le gibier plus efficacement, et ensuite des charrues, la roue, pour cultiver la terre, pour mettre les animaux en enclos, et puis ensuite le moteur à explosion, les énergies fossiles, pour créer toujours plus de rendement de l'agriculture, produire toujours plus à manger grâce à notre intelligence, mais pour le petit striatum qui, lui, veut manger sans limite et qui nous récompense avec de la dopamine en boucle, sans auto-limitation. Et le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société de pléthore, où l'obésité est en hausse sur tous les continents, et où on meurt plus de la faim, des conséquences de l'obésité et du surpoids que de la faim dans le monde aujourd'hui, d'après les données de l'OMS de 2019. Donc on est passé d'une problématique de rareté, qui était celle de nos ancêtres, à une problématique d'excès, voilà, grâce à la technologie agricole notamment. Et notre cerveau ne sait pas gérer l'excès parce qu'il a été programmé depuis des millions d'années pour prendre tout ce qu'il peut, quand il peut. La conséquence quand même, c'est que l'agriculture industrielle est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre à la surface de la planète, et qu'on en veut toujours plus. Et c'est pareil pour le sexe. Je veux dire, aujourd'hui, notre striatum, qui lui a demandé la récompense sous forme de relations sexuelles depuis la nuit des temps pour transmettre la vie, pour faire des copies de son ADN, se trouve propulsé dans un monde dans lequel notre cortex cérébral très intelligent a inventé quoi ? Internet, des sites de rencontres, des sites pornographiques. Si bien qu'aujourd'hui, le striatum, il consomme de la pornographie en boucle, il ne sait plus s'arrêter. C'est l'émergence des addictions sexuelles. Et c'est le fait qu'aujourd'hui, l'humanité consomme 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Et on se dit que c'est pas grand-chose, mais en fait, quand on sait l'impact du secteur du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et le fait que le secteur de la pornographie rend compte à peu près un tiers des informations échangées sur les serveurs, c'est gigantesque. Et ça continue. Le besoin d'être le chef, souvenez-vous pour nos petits Homo erectus dans la savane, ça prêtait pas aux conséquences pour l'avenir de notre planète. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'évolution de notre soi-disant intelligence ? Notre cortex cérébral a inventé, là encore par exemple, Internet et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, 2 milliards de personnes tous les jours qui se connectent sur des réseaux statutaires par exemple comme Facebook, Instagram, où le but, c'est d'avoir un statut virtuel.
d'avoir des likes, d'avoir des amis, de poster, d'avoir de la popularité. Le petit striatum, lui, demande ça depuis toujours. Il se retrouve dans un environnement électronique et numérique qui le lui permet sans limite. Et on voit aujourd'hui, grâce à l'imagerie cérébrale, que quand on voit des gens qui gagnent des likes sur Internet, ils reçoivent de la dopamine de leur striatum. Par contre, s'ils perdent des likes, plus de dopamine, c'est insupportable. C'est la même chose qu'un toxicomane qui n'a pas sa dose. Donc il faut retourner sur les réseaux sociaux. Il faut faire fonctionner les serveurs. Pour rien, c'est complètement inutile, mais c'est en train de détruire notre planète. Évidemment, le quatrième grand besoin dont je vous parlais, la loi du moindre effort, ça se traduit par toute la technologie de l'assistance technologique, les assistants vocaux, la domotique, les trottinettes plutôt que de marcher, les grosses voitures, les avions en vol low cost aller-retour à Bali pour 250 €, sans aucun effort. Nous sommes environnés de machines que nous avons créées parce que notre striatum demande toujours moins d'efforts et qui nous récompense avec cette molécule du plaisir. Je pourrais terminer avec notre besoin d'information qui fait qu'aujourd'hui on vit ce qu'on appelle l'époque de l'infobésité, l'équivalent de l'obésité dans le domaine informationnel, le fait qu'on se gave d'informations sans même pouvoir la métaboliser, l'analyser, parce que simplement à chaque fois qu'on tombe sur une nouvelle page d'information, sur un site d'information continue, sur un fil Twitter, on a ce petit shoot de dopamine. Alors moi ce que je dis, c'est que maintenant qu'on sait ça, qu'on a une partie de notre cerveau reptilien qui nous pousse à prendre tout ça sans limite, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il suffit de se dire on va limiter les doses justement, on va se dire stop, on va arrêter cette folie de la croissance. Et là, on se heurte à un véritable obstacle qui a été découvert il y a quelques années, c'est que les cellules nerveuses à l'intérieur du striatum, les fameux neurones, quand ils reçoivent par exemple un plaisir, par exemple le dernier smartphone à la mode, ils vont émettre de la dopamine parce qu'en fait un smartphone, ça permet d'avoir un statut social dans sa communauté. D'accord ? Ça se voit particulièrement chez les ados, mais pas seulement. Eh bien, au début, gros shoot de dopamine, mais au bout de 2-3 semaines, un peu moins, et au bout de 6 mois, plus rien du tout. Si bien qu'au bout de quelques mois, on dit, il me faut le suivant. Et c'est pas pour rien que les fabricants de smartphones arrivent à avoir des gammes sans arrêt où ils proposent toujours le dernier modèle. Et ça continuera jusqu'à la fin du monde. Et puis, on s'en rapproche. Mais il n'y a pas eu besoin d'attendre les smartphones pour ça. Je veux dire, l'automobile, par exemple, le domaine qui est en plein boom, c'est le SUV. Le SUV, vous êtes en hauteur, vous êtes au-dessus des autres, vous avez du statut social. Et simplement, vous achetez une voiture, vous avez de la dopamine au début, et un an après, vous regardez déjà le prochain modèle chez le concessionnaire. Ce système-là s'habitue. Le phénomène s'appelle l'habituation hédonique, le fait que le plaisir a tendance à s'émousser avec le temps. Et le seul moyen de relancer la production de dopamine dans notre striatum, ce qui a été découvert en laboratoire, c'est d'augmenter les doses. C'est d'acheter le nouveau smartphone, la nouvelle voiture, de changer de partenaire sexuel, de demander une augmentation, toujours plus. Notre cerveau préhistorique est câblé pour la croissance biochimique. Et ce que nous avons fait avec notre cerveau moderne et intelligent, c'est de créer un monde technique, très sophistiqué, mais qui reproduit ce schéma de croissance qui n'est pas raisonné, qui est pulsionnel. Donc aujourd'hui, l'enjeu qui se pose, c'est on sait qu'on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. Notre cerveau, lui, il veut nous pousser vers toujours plus, quitte à nous envoyer dans le mur. Donc comment faire intervenir autre chose que ce striatum qui nous a été légué pour notre bien pendant bien longtemps, parce que ça nous a aidé à survivre, mais qui aujourd'hui se heurte à une nouvelle donnée presque indépassable. Quand on t'écoute, on pourrait se dire, puisque c'est biologique, c'est comme ça, tant pis, c'est fichu. À quoi bon? On va continuer à vivre comme ça et à faire fonctionner ce circuit-là de récompense. Et pourtant, et bien heureusement, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui vont alimenter ce circuit de récompense d'autres manières. C'est notamment le cas des 2 jeunes prochains qui vont nous rejoindre ici sur scène. Il s'agit de Laurent, qui est un des fondateurs de Bring Back, et de Clara, qui est la fondatrice de l'Univers de Raph. Pour un petit peu les découvrir autrement que juste sur scène, je vous invite à regarder les 2 vidéos ici. Je m'appelle Caroline Fafchamp, donc je suis la maman de plusieurs enfants, dont Pablo, mon plus jeune, qui a bientôt 13 ans, qui a un handicap moteur sévère et il a une paralysie cérébrale avec atteinte motrice sévère. Ce qui signifie qu'en fait, il n'a pas de langage oral,
Il ne tient pas assis seul, il ne marche pas seul, il ne mange même pas un biscuit seul. Donc il est totalement dépendant de nous, mais il comprend tout et a envie de faire plein de choses. Je m'appelle Clara, j'ai 25 ans et donc pour aider des parents comme Caroline qui ont un enfant porteur de handicap, j'ai décidé de créer l'univers de RAF, qui est une ASBL existante depuis octobre 2022 et qui a pour but de recenser et de centraliser toutes les solutions qui existent en Wallonie et à Bruxelles pour aider ces parents et pour qu'ils puissent trouver toutes ces informations à un seul et même endroit. On m'envoie toujours beaucoup de parents qui sont en détresse et qui cherchent des informations. Mon fils aîné m'appelle Wikipédia. Et ça m'arrangeait vraiment de pouvoir orienter vers toi. Et c'était vraiment un outil que oui, je trouve très utile et qui nous aide beaucoup, qui fait gagner un temps fou et de charge mentale. Parce que c'est vraiment très lourd pour nous. L'objectif de l'ASBL, c'est vraiment de créer un univers entre les parents, bien évidemment, mais aussi les professionnels de santé qui sont amenés à travailler avec ces parents, qui accompagnent ces parents, et aussi les solutions qui vont être référencées sur la plateforme. Seul dans son coin, en fait, on n'y arrive vraiment pas. C'est très compliqué. On a besoin d'être tous ensemble pour s'entraider et progresser ensemble et y arriver. Top là, moi tu m'aimes. Merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien. Moi, c'est Laurent, fondateur de Bring Back. Ici, nous lavons des bocaux et des bouteilles en verre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour agir contre la pollution. Mais on parle de problèmes sérieux ici, hein, les gars. J'ai lancé Bring Back il y a 3 ans. Pour permettre les producteurs alimentaires d'adopter un emballage réutilisable. Pourquoi? Parce que les emballages réutilisables sont lavés à 80 degrés, contre s'ils sont jetés à la bulle à verre, où là ils finissent par être fondus à 1500 degrés. Le réemploi permet donc d'épargner 79% de CO2 par rapport au recyclage et d'émettre 24 fois moins de déchets vu que les emballages en moyenne sont réutilisés 25 fois. Pour ce projet, on avait besoin d'un espace, d'une machine, des ouvriers et donc on ne s'est pas lancé tout seul dans l'aventure, on s'est lancé ensemble avec Triter, une filiale du groupe Terre en économie sociale et solidaire qui sont des industriels et qui nous ont permis d'industrialiser Bring Back pour pouvoir offrir nos services. Pour moi, le plus grand défi, c'est que nous devons changer notre manière de penser, notre manière de consommer, notre manière de produire pour répondre aux enjeux climatiques tout en permettant notre vie sur cette planète dans le futur, mais je pense qu'on va y arriver. J'aimais bien la question en fait, c'est juste que je ne savais pas quoi répondre, mais... Sébastien, un show comme ça, quand vous voyez cette vidéo, quand vous rencontrez aussi cet après-midi ces deux jeunes, Laurent, Clara, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'ils ont trouvé l'antidote. Il y a véritablement la nécessité absolue aujourd'hui de proposer des contre-pouvoirs à ce fameux striatum. Et quand je vois par exemple ce que propose Clara, dans son échange avec cette maman, il y a quelque chose de très important qui est dit. Ça dit tout. Et ça rejoint ce que disait la parabole du colibri. Elle dit « seul dans son coin, on n'y arrive pas ». Elle nous rappelle une chose, c'est que l'être humain n'a réussi à survivre à des époques reculées que par la coopération. Et ce projet, c'est un projet de coopération, en fait, de mise en commun de ressources et de permettre aux gens de ne plus être dans leur coin. Et là où je trouve que ça rejoint vraiment les études en neurosciences, par exemple, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'on a une partie immense de notre cerveau qui permet de coopérer, justement, et de faire passer l'intérêt du groupe avant les envies personnelles de plaisir instantané, ce que je vous ai décrit là. Et donc ce contre-pouvoir, c'est à l'avant du cerveau, ça s'appelle le cortex préfrontal. Il est un petit peu endormi, on va dire, dans notre civilisation, qui a poussé en avant l'individualisme, le confort individuel. Mais on se rend compte que quand les ressources vont venir à manquer, ça va être absolument crucial.
Et donc là, on a une autre voie de développement possible. Et ce que nous dit Laurent, il y a d'une part quelque chose en commun, c'est que cette partie du cerveau aussi rationalise, est capable de se dire maintenant on peut plus continuer comme ça. Donc il faut voir qu'est-ce qui coûte moins à l'environnement et comment on le met en application. Et là, il y a un ingrédient qui est absolument fondamental, c'est la quête de logique, de cohérence et de sens aussi dans l'entreprise. Et ça, on pourra y revenir. Est-ce que vous auriez une question en particulier à poser à Clara ? Ben oui, Clara, moi j'ai envie de dire, on voit le projet qui est en train de se faire, qui est presque abouti, mais au départ, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action, en fait ? Donc moi, en fait, je suis logopède à la base, et c'est mes expériences en logopédie qui m'ont poussée à passer à l'action, puisque, en fait, pendant ma dernière année d'études en logopédie, donc c'est important de dire que je me suis spécialisée en fait dans le handicap chez les enfants, et dans ma dernière année d'études, dans mon dernier stage, j'étais tout le temps avec des enfants porteurs de handicap et fréquemment face à leurs parents. Et à force d'être face à ces parents, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des besoins chez eux et que les parents étaient très peu considérés dans nos prises en charge actuelles. On va se concentrer beaucoup sur les enfants. On va beaucoup, et c'est très important, mais la réponse qu'on apporte comme ça dans cette prise en charge, elle est incomplète parce que les enfants, ils vivent l'essentiel de leur temps chez eux. Donc si on ne va pas s'occuper aussi des parents, prendre en charge les parents et considérer les besoins des parents pour que eux soient dans des bonnes conditions pour les aider, alors l'enfant n'évoluera pas bien. Et il y a d'ailleurs des études qui sont sorties à ce sujet il n'y a pas longtemps, qui disent qu'en fait si les parents ne sont pas dans des bonnes conditions, donc s'ils ont des hauts niveaux de stress ou qu'ils sont dans un épuisement, ces effets-là chez les parents peuvent diminuer voire supprimer les effets positifs des professionnels comme les logopèdes chez les enfants. Et donc ça m'a vraiment généré une frustration quand j'étais dans mon stage, et je me suis dit moi j'ai envie d'être logopède autrement et j'ai envie d'apporter une autre réponse à la prise en charge et de créer cette solution. Une question peut-être pour Laurent aussi. Oui, Laurent, moi, son projet me fait penser aux résistances qu'on peut rencontrer parfois à la fois du côté du consommateur et du côté des acteurs de l'industrie. Quels ont été les freins finalement que tu as pu rencontrer à ce nouveau modèle ? Alors, on va dire qu'il y a des freins à plusieurs niveaux. Donc notre premier client, qui est notre client direct, c'est le producteur alimentaire qu'il faut arriver de convaincre. Donc nous avons pas mal travaillé sur notre solution qui est à la base plus écologique. Maintenant, depuis l'augmentation des prix de l'énergie, on devient aussi plus économique parce que le prix du verre neuf a augmenté. Donc là, pour une fois que l'augmentation du prix pousse dans le sens écologique, c'est pour des activités comme la nôtre une bonne chose, on va dire. Et pourtant, malgré ces deux arguments forts et surtout l'argument économique qui est comme un peu l'argument qui drive toute l'économie dans laquelle on vit, c'est pas pour ça que toutes les entreprises vont passer le cap du jour au lendemain. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, et c'est aussi une des questions que le producteur se pose, c'est le consommateur. Est-ce que le consommateur va adhérer à une bouteille consignée qui va peut-être avoir quelques griffes parce qu'il a déjà fait un tour ou deux? Moi je dis toujours plus une bouteille est griffée, mieux elle est pour notre planète. Mais bon, c'est toujours un point de vue, on va dire. Et donc là aussi, il faut vraiment travailler sur la conscientisation pour qu'ils comprennent en fait, pourquoi en fait faire le choix plutôt vers un produit plutôt que vers un autre. Et le dernier point, c'est évidemment la politique qui est extrêmement important pour faire avancer les choses. Soit, on dit toujours d'abord avec la carotte et puis avec le bâton, grâce à des systèmes de taxation. On en a déjà des systèmes de taxation en place, alors que des pays voisinants ne l'ont pas, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin pour atteindre vraiment les objectifs qu'on a besoin d'atteindre, pour atteindre nos objectifs en termes de réchauffement climatique, voire éviter le pire, on va dire. Donc, voilà. Les bouteilles griffées, un jour ce sera le hype. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Si on veut jouer sur l'envie de statut, dire, moi, j'ai une bouteille complètement griffée, je suis un pro. Non, c'est ça. J'espère qu'on va y arriver. Ce sera mieux que l'iPhone 18, c'est ça? Eh ben oui. La bouteille 23. Une autre question pour Clara.
Clara, moi j'avais une question qui m'était chère, c'est finalement la question de la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu te bats fondamentalement? Comme j'ai expliqué, j'ai identifié un problème dans ma profession, dans la profession que j'allais exercer quelques mois après en fait. Et j'avais pas envie d'exercer cette profession comme ça. Parce que je pense que les professionnels, en allant creuser aussi dans la problématique, je pense que les professionnels, si aujourd'hui ils n'agissent pas, ils n'incluent pas davantage les parents, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources, ils ne sont pas dans des conditions de travail suffisamment bonnes pour pouvoir apporter la prise en charge et l'investissement qu'ils aimeraient donner à leurs patients. Et donc moi, ça, je savais que ça allait générer beaucoup de frustration dans mon futur professionnel. Et j'avais envie d'y apporter une solution et d'avoir un impact positif. Parce que quand j'ai remarqué que chez moi, ce qui résonnait, c'est quand je parlais avec des parents une première fois, que je voyais des parents arriver en pleurs, et qu'on discutait, qu'on prenait le temps de parler, qu'on prenait le temps de mettre en place des solutions. Et quelques semaines plus tard, je les voyais revenir. Et là, je les voyais vraiment métamorphoser, quoi. Et je voyais vraiment un changement radical de leur comportement, leur sourire. Et ça, moi, c'est vraiment le moteur qui fait que je fais ça tous les jours. Ah oui. Et c'est un peu le Big Mac dont vous parlez dans votre livre. Et pour moi, ça, c'est mon Big Mac. Sébastien, une autre question aussi pour Laurent. Alors, au quotidien, j'imagine que c'est pas forcément toujours facile de mener un projet comme ça dans un contexte concurrentiel. Quand il y a des creux, des moments un petit peu de doute, qu'est-ce qui permet de tenir? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est pas toujours facile. On va dire le projet, il faut mettre beaucoup de choses en place d'un coup, on va dire. Or, on sait que faire juste une chose à la fois, surtout quand on est jeune et qu'on vient de démarrer. Mais qu'est-ce qui me fait rester dans ce projet, c'est évidemment la vision à terme. Parce que quand on regarde le nombre d'emballages qui sont réutilisés, pour l'instant on est uniquement actif dans le verre, mais ce qu'on fait dans le verre, on peut aussi le faire dans tous les autres secteurs, que ce soit l'acier inoxydable ou même le plastique réutilisable. Et donc les volumes sont colossaux. Les emballages, les emballages ménagers, les emballages alimentaires sont une des raisons principales de la pollution en termes de gestion de déchets et également en termes d'émissions carbone. Et donc c'est vraiment la vision de pouvoir là-dedans faire bouger des choses. Il y a des initiatives comme la nôtre également dans les pays voisins, donc on voit quand même que ça bouge, qu'il y a des initiatives qui se créent. Et on croit dans le futur et qu'un jour on arrive à faire les bons choix. Et donc c'est cette vision-là qui nous motive au quotidien. Donc quand tu vois d'autres acteurs de ce milieu-là qui commencent à se bouger ailleurs, c'est un encouragement. Tu te sens un peu moins colibri, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas qu'on est plusieurs. Ouais. Vous êtes quand même beaucoup ce soir, je pense. On va en rencontrer d'autres encore. Je sais que quand tu as lu le livre, tu t'es posé des questions par rapport à celui qui l'avait écrit. Qu'est-ce que tu as envie de lui demander? Alors moi j'ai une question qui est comment est-ce qu'en tant qu'entreprise ou gestionnaire peut-on se libérer des impulsions destructives du cerveau qui sont de vouloir toujours plus et plus vite et maintenant etc. Je pense que vraiment le maître mot c'est quand même la question de la vision à long terme. Donc tu l'as dit. Et là, on sait que c'est un challenge pour notre cerveau. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a des expériences qui montrent que quand on a le choix entre un petit plaisir tout de suite ou un enjeu plus important mais plus tard, il y a une force au fond de nous qui nous pousse à choisir ce qui est facile et instantané. C'est typiquement ce qui va se passer chez, par exemple, un fumeur qui veut arrêter. Il se dit, pour ma santé à long terme, il faut que j'ai ce projet en tête, il faut que je ne touche pas à la cigarette. Et puis il y a des moments où l'envie est trop forte. Ouais, et on craque. C'est aussi ce qu'on voit chez les personnes qui font des régimes. Et c'est aussi ce que je vois, moi, chez mes amis dont je parlais tout à l'heure, qui sont préoccupés par l'environnement et qui, au restaurant, ils se disent, allez, je me prends encore une bonne grosse côte de bœuf, c'est pas ça qui changera le climat dans 20 ans, et puis c'est la dernière pour la route. Ça s'appelle la dévaluation temporelle.
Ça a été étudié par une expérience très connue qui s'appelle l'expérience du marshmallow. Certains la connaissent peut-être, où on met des enfants, mais on peut le faire avec des adultes, avec de l'argent, c'est pareil. On leur dit soit tu as un marshmallow tout de suite, soit tu en as 2 dans 10 minutes. Et on voit très bien le striatum qui dit prends le marshmallow tout de suite, et puis il y a le cortex préfrontal, celui de la volonté, qui dit non, bah attends, et puis les deux se battent, et il y en a peut-être 20% qui arrivent à résister. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ils ont 2 marshmallows, c'est quand même pas mal. Ils peuvent en revendre un aux copains. Non, mais surtout, quand ils sont suivis sur la durée, ces enfants-là, ils grandissent, et on se rend compte que tous les indicateurs de bien-être psychologique, de réussite sociale, de réussite familiale, tout ce qu'on veut, sont au vert. C'est-à-dire que tout réussit. Ils sont plus heureux. Ils ont une vie plus stable, plus épanouie, sur tous les plans, parce qu'en fait, ils sont moins esclaves de leurs impulsions du moment. Ils ont appris à suivre en fait leurs intentions à long terme et à pas céder à ces impulsions. Voilà. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment la clé. Et le gros problème auquel on est confronté en tant que société, quand même, c'est que si on regarde les études sociologiques sur la dimension de temporalité de nos modes de consommation et de production, tout est toujours plus compressé dans le temps. Tout va toujours plus vite. On peut avoir des services toujours plus rapides. On peut consommer plus vite. On a moins besoin de patienter. Et donc, les parties du cerveau qui sont nécessaires pour se projeter dans l'avenir et résister à l'attrait de ce qui est facile et instantané, elles ont tendance à diminuer, en fait. On le voit en imagerie cérébrale, elle s'atrophie. Donc, notre capacité de patience s'effondre. On devient des incontinents cérébraux, alors qu'il faudrait au contraire être des terminators de la patience pour se projeter dans l'avenir et à la limite faire des sacrifices dans le présent pour les générations futures. C'est tout bête, hein, ça se joue entre 2 zones du cerveau, mais pendant longtemps on a dit pour une société de consommation qui a surfé là-dessus qu'il fallait au contraire céder à ses envies. C'était pas du tout péjoratif pendant un moment d'avoir des achats sur un coup de tête, des choses comme ça. Et aujourd'hui il faut revenir en arrière, c'est pas simple parce que c'est pris comme quelque chose de culpabilisant aussi. En fait c'est un retour de la raison dans nos comportements. Et je pense que l'entrepreneur qui, lui, a entre les mains les leviers du changement, ou en tout cas de son action sur le long terme, est peut-être aussi quelqu'un qui peut emmener les autres sur cette sensibilité au long terme. Donc il faut tenir bon, il faut faire des exercices du préfrontal. Voilà. Tout à l'heure, vous aviez parlé de coopération. Je sais que Clara, tu avais une question à ce sujet-là. Oui, moi je voulais savoir si notre cerveau pouvait nous aider à coopérer. Alors notre cerveau, ce que je disais, c'est que les découvertes récentes en neurosciences montrent que il y a une toute petite partie du cerveau, là, celle qui vient du singe et de la musaraigne, là, le striatum, qui lui, elle est assez égoïste et il veut du plaisir pour lui tout de suite maximum. Bon, lui c'est le gros problème, mais c'est tout petit. Et autour, le cerveau il a grossi en développant tout à l'avant, donc c'est toujours cette même zone, qui est capable justement de ne pas voir son intérêt personnel, mais les interactions avec les autres, limiter ses envies du moment pour s'intégrer à un groupe, ce qui est un manque dans l'histoire de l'humanité était aussi vital que de se goinfrer quand même, parce que si on n'est pas intégré à un groupe, on est mort. Donc on voit très bien au fil des centaines de milliers d'années cette partie du cerveau qui grossit et qui va jusqu'à créer des groupes humains de plus en plus étendus qui fonctionnent sur la coopération. Donc on a ce capital gigantesque au fond de nous. On le fait assez peu fonctionner parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans notre histoire, c'est que l'afflux de confort et d'énergie lié finalement à l'invention du moteur à explosion, de l'électricité, des énergies fossiles, a permis de promettre à tout le monde individuellement de subvenir à ses propres besoins sans rendre compte beaucoup aux autres. Alors certes, il faut respecter la loi, il ne faut pas voler, voilà, mais en gros, si on a un bon compte en banque, un emploi, on peut se débrouiller tout seul, avoir sa piscine, sa voiture, et puis tout va bien. Alors que la réalité du fonctionnement humain, c'est pas ça. La réalité sur des millénaires, c'est qu'on ne peut pas fonctionner sans le groupe. Et donc cette partie du cerveau, elle est là, elle est aujourd'hui laissée en jachère, hein, vraiment à l'abandon, mais il suffit de la réveiller. Et on est fondamentalement fait pour ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va être le déclencheur de ce passage de l'abondance égoïste à la rareté coopérative. Ça peut être l'épuisement des ressources, mais pas forcément, parce que l'épuisement des ressources, si au départ il n'y a pas eu des structures sociales qui préparent la coopération, ça peut donner lieu au conflit, et au conflit meurtrier, et l'accroissement des inégalités sur le modèle de certains pays pauvres, avec des inégalités énormes, des dictatures pas possibles. Donc il ne faut pas croire qu'il suffit d'avoir de la rareté pour avoir de la coopération, il faut le préparer à l'avance. Désolé, je suis un peu long. Non, j'ai l'air de m'ennuyer.
Merci beaucoup Sébastien, merci Clara, merci Laurent. Merci. Merci beaucoup. Alors vous le savez peut-être, on dit que la musique adoucit les mœurs, on dit qu'elle a le pouvoir d'entraîner l'imaginaire et qu'elle peut aussi nous faire vivre des grandes émotions. L'artiste qu'on a choisi ce soir et que vous avez déjà vu tout à l'heure, Condor, on l'a choisi parce qu'on pensait qu'elle avait ce pouvoir justement de nous faire vivre des choses. Je vais vous proposer de prendre 3 minutes de chanson pour pouvoir laisser entraîner votre imaginaire, profiter de la douceur de Condor et peut-être aussi ancrer tous les échanges que vous venez d'entendre ici maintenant. Merci Condor. Alors Sébastien, tu peux, ou vous pouvez me rejoindre. J'hésite encore entre le tu et le vous. On vient de vivre ici une expérience assez collective, tous ensemble, à l'unisson. On a écouté cette merveilleuse artiste, Condor, et pourtant, même si on était tous ensemble, je pense qu'on l'a vécu chacun de manière très individuelle, avec ses propres ressentis, ses propres envies, ses propres convictions. C'est un petit peu comme à l'échelle de la planète. On est absolument tous dans le même bateau, et pourtant, on le vit chacun de manière très différente. Alors c'est là qu'intervient la question du sens. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Où est le sens ?» et vous parlez de cette importance du sens à mettre en place pour essayer de combattre ce striatum qui est un petit peu capricieux parfois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sens? Je crois. Et est-ce que je vous laisse faire votre petite présentation et je reviens dans 5 minutes? Allez, 5 minutes. Le cours baisse. Ouais, pourquoi le sens? On va repartir d'où on était.
avec cette humanité qui a été emmenée dans cette situation inédite, en fait, où on se rend tous compte quelque chose qui nous échappe, quoi. Il y a un mur, on ne sait pas s'il est dans 30 ans, dans 50 ans, un siècle. On voit que toutes les prédictions du GIEC sont systématiquement revues à la hausse quand le moment fatidique arrive. On se dit, mais comment c'est possible, quoi? On est embarqué dans ce système qui surexploite, qui surconsomme et qui ne sait pas trouver la clé de l'équation et qui nous emmène paradoxalement vers le contraire de ce qu'on souhaite, puisqu'on souhaiterait finalement la prospérité, le bonheur, l'harmonie. Et malgré nous, nous sommes en train de préparer des moments difficiles, on pourrait dire préparer notre malheur ou ceux de ceux que nous aimons et qui vont prendre notre succession. Et donc là surgit le spectre de l'absurde, de l'incohérence. Vous l'aviez deviné dès le début de ma présentation tout à l'heure. Comment on peut gérer ça? Voilà. Moi, quand je terminais l'écriture du bug humain, j'étais arrivé à l'idée que finalement nous n'étions que des sortes de striatomes sur pattes qui occupaient à consommer le plus possible de façon totalement aveugle jusqu'à l'anéantissement final. Et puis je venais de voir effectivement les incendies là en Australie dont parlait Bernard Surlemont, avec ces méga feux, ces milliards d'animaux consumés, ces fumées qu'on voyait depuis l'espace. Moi, on m'avait dit que le seul ouvrage humain qu'on voyait depuis l'espace, c'était la muraille de Chine. Non, maintenant, c'était les méga-feux d'Australie, comme si le pouvoir maximal de l'humanité, c'était la destruction et non pas la préservation. Donc, terrible. Et donc, ces flammes d'Australie, à un moment, me prennent là aux tripes et je sors de mon travail, je me souviens très bien, et je vois une colonne de fumée dans le ciel de Paris. Et je m'approche et je vois ce spectacle. C'était vraiment au même moment. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, évidemment, c'était choquant, ok, impressionnant visuellement. Mais ce qui m'a impressionné le plus à ce moment-là, c'était pas les flammes de la cathédrale, c'était les réactions des gens dans la rue. Il y en avait qui s'engouffraient dans le métro en disant c'est terrible, qui serraient leurs affaires contre elles. Il y a d'autres qui étaient debout sur les quais comme ça, comme des zombies sidérés. Et ça m'a vraiment saisi. Je me suis dit, mais finalement, non. Ces gens que je croyais principalement occupés à s'acheter des téléviseurs pour regarder la Ligue des Champions en mangeant des chips, non. Ils sont préoccupés par la dimension symbolique de l'existence. Il y a quelque chose qui subsiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui nous connecte finalement à ce qui a trait à l'éternité, à la spiritualité, à l'immatériel? Et donc quand on réfléchit à cette question-là, on se rend compte qu'il n'y a pas si longtemps, quand même, à l'échelle de l'évolution, moi j'aime bien ces échelles-là, les bâtisseurs de cathédrales vivaient dans des circonstances qui étaient absolument intolérables pour des striatomes modernes. Il n'y a pas de côte de bœuf, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous êtes 30 ans d'existence, vous perdez plus de 2 enfants sur 3 en bas âge. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Comment on pouvait vivre comme ça? Eh bien, ils vivaient. Et je serais bien présomptueux de prétendre qu'ils vivraient moins heureux ou moins bien que nous. C'est une question, comment on peut savoir? En tout cas, ils donnaient toute leur énergie pour quelque chose dont ils ne jouiraient même pas eux-mêmes, ils ne verraient même pas l'édifice terminé, ils construisaient pour l'éternité. Comment on peut concevoir un truc pareil? Et là, on touche à la question du sens, c'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie mon action sur Terre? D'où je viens? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire qui est bon ou qui n'est pas bon? Des préoccupations qui nous semblent parfois un peu étrangères, mais qui ont quand même pétri les existences de nos prédécesseurs. Alors, aujourd'hui, il y a un courant des neurosciences qui se préoccupe de ces questions, qui se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'être humain quand il se pose les questions liées à l'existence? Et ce courant des neurosciences s'appelle les neurosciences existentielles. Et qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui? C'est une science assez jeune, mais il y a beaucoup d'expériences d'imagerie cérébrale qui permettent de constater une chose, c'est qu'il y a une partie très précise de notre cerveau qui cherche à détecter les situations de notre vie qui font sens ou qui ne font pas sens, et qui font le tri entre les deux. Alors cette partie du cerveau, s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est localisé au-dessus du striatum. Le striatum, on le voit en coupe, là il est en vert. Et ce cortex singulaire antérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand il trouve que notre existence a un sens, il crée un sentiment d'apaisement.
Et quand il trouve que ça n'a pas de sens, il libère des hormones du stress, comme le noradrénaline et le cortisol, qui nous mettent dans un état d'inconfort qui peut devenir un état d'angoisse profonde, qui peut aller jusqu'à la dépression et jusqu'au suicide. Comment il fait? Il va scanner 3 plans de nos existences. Ce qui fait sens dans notre rapport au monde, c'est-à-dire est-ce que nous sommes capables d'interpréter le monde dans lequel nous vivons? Et de ce point de vue-là, les bâtisseurs de cathédrales, ils étaient servis. Il y avait un mode d'emploi du monde, il était créé d'une façon bien précise, il suffit de lire. Il y a un monde matériel, un monde spirituel, il y a des saints, il y a un mode d'emploi pour aller dans l'au-delà. Tout est balisé, tout est structuré. Le monde de nos ancêtres est un monde qui fait sens. Donc le cortex singulaire des bâtisseurs de cathédrales, apaisement profond. Alors il y a d'autres sources de stress dans l'existence, on en a parlé, mais sur ce plan-là, le monde est intelligible. Il faut se le rappeler. D'accord. Le deuxième plan du sens, c'est notre relation avec les autres. Quels sont les codes de la vie en commun, les codes qu'on partage, et notamment les rituels? Cette partie du cerveau réagit très favorablement à toutes les situations rituelles, où les gens se rassemblent pour faire un ensemble de gestes de façon synchronisée, dire un ensemble de paroles aussi synchronisées, adopter des comportements qui sont proches les uns des autres, par une sorte de mimétisme. C'est assez basique, mais extrêmement apaisant pour cette partie du cerveau. Et puis il y a enfin la troisième dimension du sens, qui est scannée attentivement par cette cortex singulaire antérieur, qui est le sens individuel. Et le sens individuel, c'est la cohérence entre mes convictions et mes actes. Voilà. Quand les deux vont bien ensemble, le cortex singulaire est content et crée un sentiment d'apaisement. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, si je fais un métier qui correspond à mes convictions, ça va aller. Par contre, mettons, je ne sais pas, je travaille dans une usine qui fabrique des bouteilles en plastique. Donc il sort des millions de bouteilles en plastique des chaînes de fabrication. Et je rentre chez moi le soir devant ma télévision et je vois un reportage sur le 7e continent, cette région du Pacifique Nord où se concentrent tous les déchets plastiques de l'humanité et qui fait 5 fois la surface de la France et qui sème des microplastiques dans l'estomac des poissons, si bien qu'ils s'en retrouvent dans l'estomac des enfants qui mangent à côté de nous pendant qu'on regarde le reportage télévisé. Ça crée la dissonance cognitive. Je fais une chose et je vois que c'est contraire à ma connaissance du monde. Et ce qu'on observe grâce à l'imagerie cérébrale aujourd'hui, c'est que ça provoque un signal d'alarme dans le cortex singulaire antérieur qui, à ce moment-là, se met à libérer des cascades de cortisol et de noradrénaline et met l'individu dans un état de stress profond et chronique qui va nuire à sa santé. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 plans du sens? On se rend compte qu'aujourd'hui, ils ne sont plus satisfaits. C'est que pour une majorité de nos concitoyens, le monde aujourd'hui se résume par un mot: complexité. C'est plus du tout celui de nos ancêtres, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre comment faire des choix énergétiques entre le renouvelable, le nucléaire, le machin, comment choisir si se vacciner, pas se vacciner, tout est devenu tellement complexe qu'il faut aujourd'hui passer des milliards d'heures pour essayer de se documenter, pour avoir le début d'un avis éclairé sur une question. Donc le cortex singulaire qui aime les modes d'emploi tout fait, il n'en peut plus, il est stressé par ça. D'accord. Donc ça pose une condition, c'est de se doter collectivement de nouveau d'une vision du monde partagée à force non plus forcément de liturgie, ça c'est au choix, mais au moins d'un effort de débat public et de vulgarisation, de communication, de mettre ces concepts sur la table dans un souci de transparence en se dotant d'un vocabulaire commun. Les visions du monde partagé ont forgé la cohésion des civilisations. Deuxième aspect, la cohérence et le sens au niveau sociétal, c'est par exemple renouer avec des moments de communion religieuse ou pas, de rassemblement ritualisé. Aucune société n'a existé sans rituel, sauf la nôtre aujourd'hui, et c'est pour ça peut-être qu'elle n'a plus beaucoup d'années à vivre si on continue de cette façon-là. C'est à réfléchir. Notre cerveau, en tout cas, a évolué en créant ce besoin et en le matérialisant sous forme de ce repli de notre écorce cérébrale, si bien que même si nous avons éliminé les systèmes de sens traditionnels, nous n'avons pas éliminé le besoin de sens qui reste gravé dans nos gènes. Et le troisième plan, le plan individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Chasser la dissonance cognitive, être aligné avec soi-même. Être aligné avec soi-même, ça veut dire à certains moments de sa vie faire des bilans de vie, se demander qu'est-ce que je ressens, être capable de détecter ses émotions, être capable de dire à quoi je crois, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je fais. Et si ça colle pas, qu'est-ce que je décide? À ce moment-là, il y a des consultations spécialisées qui sont en train de monter, qui sont sous le signe de la logothérapie, la thérapie par le sens, et qui donnent lieu à des revirements
spectaculaire de trajectoire de vie. Alors évidemment, c'est plus difficile quand on a déjà un long passif derrière soi, quand on est plus âgé, quand on a des prises d'intérêt avec tel ou tel partenaire, mais quand on est jeune, tout est encore peut-être moins cristallisé et il est encore temps de bâtir son avenir avec cette exigence de cohérence, de stabilité. Et peut-être qu'aussi ça peut se traduire dans les projets de nos jeunes entrepreneurs. En tout cas, moi, j'en ai le spectacle tout à fait convaincant ce soir. Je vous remercie de votre attention. Alors pour discuter de ce dont tu viens de nous parler, de cette recherche de sens en particulier, on avait envie d'inviter deux jeunes entrepreneuses. Il s'agit de Camille et Fanny. Vous allez voir, elles sont comiques. Elles ont fondé Smile, elles sont infirmières de rue et à leur côté, on va demander à Aude Bombissuto de revenir aussi pour en discuter. Mais avant, je vous invite de les découvrir en vidéo. On doit dire bonjour ou pas? Mais Fanny m'a dit que ça faisait baraki. Bah dans les poches sinon. Moi c'est Camille. Allez j'y vais moi. Bonjour. Allez. Bonjour, moi c'est Fanny et voici Camille. Nous sommes tous les deux infirmières en santé communautaire et nous avons créé l'ASBL Smile il y a 2 ans. Smile, ça signifie le service mobile infirmier liégeois. Nous sommes une équipe mobile médicale pour les personnes sans abri à Liège. Concrètement, on va jouer le rôle de passerelle entre la rue et les structures de santé afin que les personnes sans domicile fixe puissent voir leurs droits à la santé respectés à nouveau. Et le grand objectif de Smile, ça va être en fait de diminuer le taux de morbidité et de mortalité, encore beaucoup trop élevé en 2023 à Liège. Le teint, ça va? Mon chignon, ça va? Je me disais bien que tu avais plus de dents avant. C'était important pour nous d'avoir un nom qui était hyper positif, donc Smile, ça veut dire aussi sourire en anglais. Et en fait, on essaye vraiment de sensibiliser tout citoyen à l'importance de sourire à une personne sans abri quand on la croise en rue. Un smartphone en don, mais il doit te l'amener, ça Alex? Il doit te l'amener, mais on peut te le réserver vraiment? Ouais. Ben, envoie-lui un message pour qu'il vienne te le déposer. Il a envoyé un message Facebook en disant que ça vous intéresse. Il est encore en super état, il a dit. Mais donc je sais pas comment tu le vois. Ce qu'on fait nous concrètement en plus des maraudes, ça va être tous les accompagnements. Donc on va aller avec la personne chez son médecin traitant, chez le spécialiste, à la pharmacie, récupérer ses médicaments. Et on va les accompagner en fait dans tout ce parcours de soins. En tout cas, moi je veux dire une chose, c'est que vraiment, notre mantra depuis qu'on a commencé, c'est que c'est Nelson Mandela qui l'a dit et c'est « Rien n'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Sébastien, je vous pose la même question. Quand vous les regardez comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que leur sourire est contagieux, qu'elles portent bien leur nom. Non, mais j'ai envie de leur dire qu'elles sont elles ont bâti leur vie sur ce qui fait sens pour elles, je pense. Ça me parle parce qu'il y a à la fois, je trouve, un choix, quand on est jeune, de se dire je m'oriente vers ce que je considère comme important. Voilà. C'est pas des désirs plaqués, de vouloir faire comme les autres, c'est vouloir faire ce qu'on considère en phase avec soi-même. Et ça, je pense que c'est faire un bon pari sur l'avenir. C'est durable. Et en plus, ça ne s'adresse pas qu'à la partie du cerveau qui veut du sens. Ça s'adresse aussi au petit striatum, cette histoire-là. Non, mais je dis ça, c'est parce que il n'a pas que des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, grâce à des études qui ont été menées à l'université de Zurich, là, il y a 3 ans maintenant, qu'il y a un comportement qui donne de la dopamine très forte, mais qui détruit rien autour, c'est l'altruisme pur. C'est-à-dire que chez certaines personnes, je vais préciser lesquelles, le fait de donner vraiment de façon totalement désintéressée, y compris à des personnes qu'on ne reverra jamais, ça provoque la libération de dopamine et un plaisir profond. Et dans ces expériences, ce qui avait été observé, c'est que c'était le cas chez à peu près 66% des femmes, mais seulement chez 30% des hommes. Une grosse différence homme-femme. Il y a des tentatives d'explication diverses et variées.
Certaines personnes ont dit oui, c'est parce que les femmes elles sont câblées pour l'altruisme, parce que déjà il y a l'enfantement, le fait qu'il faut absolument pouvoir se donner entièrement à son enfant, sinon l'espèce ne peut pas survivre. Il y a d'autres gens qui ont dit mais non, c'est réductionniste, biologisant, sexiste, tout ce qu'on veut. Et de fait, il y a eu d'autres explications qui ont été complémentaires et très convaincantes aussi, qui consistaient à dire que dans toute société aujourd'hui, pratiquement en fait, les filles, depuis leur plus jeune âge, sont valorisées quand elles partagent, en fait. Si on regarde comment les filles sont éduquées, quand elles font preuve d'empathie, de sollicitude dans leur milieu familial, on leur dit c'est bien, alors que les garçons, on leur dit plutôt c'est bien s'ils ne sont pas fait marcher sur les pieds, s'ils ont été compétitifs. Et ça expliquerait pourquoi le striatum des filles qui veut du statut social, parce que c'est son désir de base, il l'obtient par l'altruisme, alors que chez les petits garçons, bien souvent encore, c'est qu'ils se disent moi, si je veux du statut, il faut que je sois compétitif, donc je vais le faire plutôt en amassant des billes pour moi. Donc voilà, je vous laisse méditer ça. En tout cas, c'est l'avenir. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été dans un modèle de société qui a favorisé la compétitivité pendant un moment, mais qu'aujourd'hui, on se rend compte que ceux ou celles qui ont un striatum qui leur donne de la dopamine, quand ils donnent aux autres, ont un avantage fantastique, parce que ça, c'est durable du point de vue du plaisir qu'on en retire, et c'est durable pour le monde de demain. Donc, plus ça pourra faire tache d'huile, je ne sais pas s'il faut 3,5% ou 7 ou 10, mais en tout cas, plus ça pourra engager ce changement. Et la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que vraiment il y a la question du rapport de l'écologie avec le genre, quoi, le féminisme. Et il y en a un. La question, c'est comment le penser sans être non plus réductionniste, quoi. Et quelle question vous auriez envie de poser à Fanny, à Camille? J'espère que j'y ai pas trop répondu, mais je me dis, vous faites quelque chose quand même qui, pour beaucoup de gens quand même, aller comme ça vers les démunis, aller dans la rue, s'occuper des autres, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, je pense que ce serait pas forcément facile. Est-ce que pour vous, ça a été facile? Je ne veux pas diminuer votre mérite d'aucune manière. Ou est-ce qu'il y a une part aussi où il faut se forcer de temps en temps? Comment on le vit? Non, ça n'a pas été facile. Je pense que l'idée, elle est venue d'un constat qu'on a fait en tant qu'infirmière. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait ce droit fondamental qui était le droit à la santé pour tous, et qu'ici à Liège, en 2023, c'était un droit que de nombreuses personnes n'avaient pas. Donc, il y avait vraiment cette envie de pouvoir aider son prochain. Il y avait l'envie était là, on savait que le besoin et la nécessité étaient là. Maintenant, il y avait ce truc de ok, on veut le faire, mais il faut passer à l'action, quoi. Il faut se bouger pour le faire, parce qu'on a tous plein d'envies, mais on ne les met pas toujours facilement en action. Et ce qui a été facile dans cette mise en action pour Fanny et moi, c'était déjà qu'on était deux. Donc c'est notre duo et cette collectivité de se dire, on est deux, on va y arriver ensemble. Et puis après, on était deux, mais on n'était pas que deux, parce qu'il y avait plein d'autres accompagnants. Il y avait le Venture Lab, il y avait nos proches, il y avait nos amis. Et en fait, c'est toutes ces personnes qui nous ont dit, vous allez y arriver, vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Et donc, c'est toute cette collectivité qui nous a permis de passer à l'action. Ouais. Et votre récompense principale, c'est quoi? Je pense que notre travail, c'est notre passion. Donc, on nous dit souvent qu'on donne beaucoup à nos bénéficiaires, mais en fait, eux, ils nous donnent personnellement énormément, parce qu'on ressort chaque jour avec des leçons humaines. On est avec des gens qui sont extraordinaires. Et c'est vraiment un travail qui nous nourrit de l'intérieur. D'ailleurs, on n'a pas l'impression de travailler tellement c'est un besoin vital pour nous de faire ce qu'on fait. En fait, on a un sentiment de reconnaissance énorme de leur part. Et c'est un sentiment de reconnaissance qu'on n'a pas spécialement dans d'autres aspects de notre métier d'infirmière ou dans d'autres aspects de notre vie. Et ça fait vibrer, ça fait du bien. Et le sentiment d'utilité aussi, de se lever et de savoir pourquoi on se lève, ce qu'on va faire, et de savoir qu'on va être utile à quelqu'un. Ah oui. Moi, je me souviens justement, tu as commencé en disant oui, c'était difficile, mais quand on a tourné cette vidéo, je t'ai dit, mais tu te rends compte à quel point c'est compliqué ce que vous faites? Moi, j'y arriverai pas, et beaucoup d'entre nous, je pense, n'y arriveront pas. Et tu m'as dit, ah ben non, moi, il n'y a que ça qui m'amuse, ce qui m'emmerde, c'est de travailler dans les bureaux, mais ça, je me sens remplie d'amour quand je le fais. Donc, pas si difficile que ça. Non, ça a été difficile la mise en place du projet parce qu'il y avait beaucoup de freins. Il y avait les freins financiers, donc l'insécurité financière. Il y avait, on était deux petites jeunes de 22 ans. Qu'est-ce qu'on savait de ce qu'il fallait faire, de ce dont Liège avait besoin. Il y avait beaucoup du coup le regard des autres, et donc tout ça, ça a été des dépassements. Il a fallu passer au-dessus de ça pour croire en nous et vraiment se dire, ok, c'est pas qu'une idée en l'air. Ce qu'on veut mettre en place, ça a vraiment du sens et on va le faire, quoi.
Mais par contre, ce qui est facile, c'est d'aller au boulot tous les jours. Ce qui est facile, c'est on est à notre place, on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on fait et c'est facile. Donc, comme tu disais, Fanny, on ne travaille pas, nous. On vit de notre passion. Et qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil? Je me souviens qu'on en avait discuté aussi aux gens quand on croise des personnes comme ça. Oui, donc dans la vidéo, on le dit un petit peu, mais donc on s'appelle Smile parce que on avait vraiment envie de justement casser le côté très dramatique du sans-abrisme parce que c'est des personnes qui nous apportent beaucoup, donc on voulait vraiment les mettre en avant et mettre en avant les personnes extraordinaires que c'était, donc avoir un nom très positif. Et alors, on s'appelle Smile aussi parce qu'on veut sensibiliser la population à sourire à une personne qui vit à la rue. Une personne qui fait la manche, c'est déjà extrêmement difficile pour elle. Et lui dire bonjour, lui sourire, ça lui redonner ce sentiment d'exister qu'elle a perdu en vivant à la rue. Et simplement le regarder, c'est le considérer comme son égal et pas comme quelqu'un qui n'aime pas au même échelon que nous dans la société. On parlait justement du statut social. Eux, ils l'ont complètement perdu, ils ont perdu de l'estime d'eux-mêmes et le fait de les regarder, de les considérer, il dit ça peut illuminer ma journée. Et c'est de se dire en fait, être sans-abri, c'est pas une identité. Être sans-abri, c'est juste une situation à un moment donné. Aude, je vais passer à toi. Si tu es là, c'est pour une raison particulière. Au Venture Lab, pour l'instant, on parle de plus en plus de raison d'être, de sens. Pour vous, c'est très naturel. Pour d'autres, on les accompagne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. En fait, là, il y a un extrait de 3 entrepreneurs extrêmement impressionnants qui font partie de la catégorie des jeunes. Et de cette génération dont on peut dire tout un tas de choses. Et en fait, au même titre que vous disiez, regarder d'égal à égal, nous, quand on vous voit au Venture Lab, on vous regarde plutôt par le dessous. Et en fait, on s'est dit que par rapport à la question de sens, alors on n'avait pas encore lu les bouquins de Sébastien, mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il pouvait exister des écarts. Je rentre avec une idée de produit, de service, dont je sais que ça répond à un besoin, je le vois, j'en aurais bien l'utilité dans ma vie de tous les jours, ou je vois des amis qui pourraient en avoir besoin. Et donc je viens avec cette idée à développer. Et puis pour autant, au moment où je la teste, vous avez peut-être testé des idées d'ailleurs juste avant, en fait en testant, je me rends compte qu'il y a des difficultés, des choses qui font que ça marche pas, que je peux pas le développer tout de suite. Et donc on a commencé à se dire, tiens, plutôt que de travailler à créer une entreprise sur base d'une idée de produit ou service, et si on les aidait à créer des entreprises sur base d'une raison d'être, d'un sens collectif qui les rattache au monde extérieur et qui fait la base d'une stratégie. Peut-être que votre métier, vous l'aviez pensé en étant au contact des gens. Pendant le Covid, ça n'a pas été facile. Ça a même été interdit. Et donc, en fait, le fait de se dire, c'est quoi ce qu'on veut faire? C'est malgré tout de créer du lien. Ça a laissé la place pour imaginer d'autres manières de créer du lien. Donc ça, c'est la base raison d'être. Et le deuxième axe, et ça, je crois que c'est hyper important après tout ce qu'on a entendu, qui était quand même un peu lourd, c'est que même en cherchant à faire du sens et de l'utilité, ça peut être parfois vraiment très écrasant, parce que c'est tellement plus grand que nous. Et c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous qui allons changer les choses tout seuls à notre échelle. Et donc, dans la question du sens, il y a aussi la question de la joie et de comment garder cette dopamine qui fait que, au fur et à mesure de notre avancée, on peut sourire comme vous le faites. Je crois que ça, c'est une des plus grandes leçons que je retiens à votre contact et pour laquelle vraiment on a envie de continuer à travailler sur ces 2 dimensions. La raison d'être et le sens dans l'entreprise pour créer un collectif uni et l'importance de la joie au quotidien parce que oui, c'est une aventure, on ne connaît pas la suite de l'histoire comme le disait Emilien, mais on y va quoi. Merci Aude, merci Camille, merci Fanny, merci Sébastien.
Alors ici, on a parlé de joie. Ça donne peut-être envie de célébrer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a 50 jeunes qui sont surexcités parce que peut-être que maintenant, ils vont gagner un prix. Pendant ce sommet et pendant cette clôture du sommet des entrepreneurs, on va remettre un prix pour le Road to Business. Alors, le Road to Business, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez très certainement Pékin Express? Eh bien, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est à Liège, donc un tout petit peu moins exotique aussi. L'objectif, là, pour ces 50 jeunes, ça a été d'aller dans 9 entreprises partenaires du Venture Lab. Chaque fois qu'ils arrivaient dans une entreprise, ils avaient un défi à relever. Un défi sur quoi? Sur une compétence entrepreneuriale. Pour un petit peu mieux comprendre en quoi ça consiste, on va le découvrir en vidéo. Alors il va en falloir un paquet de compétences pour créer ce monde dont on rêve, dont on parle depuis le début de la soirée. Je vais vous demander d'accueillir nos 9 entreprises partenaires qui offrent, vous l'avez vu, des prix qui vont de 1000 à 2500 euros, avec beaucoup d'applaudissements parce qu'ils ont passé une journée très longue vendredi à écouter ces 50 projets. Vous pouvez applaudir chaleureusement BNP, la CCI, DJM Digital, Impulse Now, il faut aller te mettre là-bas, IOL, Vedia, Orange, UCM et Wing. Et encore un peu d'applaudissements pour les 2 dernières. Alors Wing, ce n'est pas la première fois que vous remettez ce prix. C'est la 3e édition. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que vous avez ressenti pendant cette fameuse édition du Road to Business? Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Alors, pour Wing, ce qui est important, c'est de participer aujourd'hui, mais c'est aussi le suivi, puisqu'on est quand même une société d'investissement. Et peut-être prendre l'exemple de Seiko, qui, soutenu l'année dernière, financement de 100 000 cette année, et la boîte qui évolue et qui se développe super bien. Donc ça, c'est un peu notre objectif. On veut donner du sens, on participe, mais on est aussi une société d'investissement qui a pour objectif de vous soutenir et de soutenir les projets pour l'avenir. Voilà. Je reviens après vers vous pour la remise du plus grand prix ce soir. Alors, sans transition, mais alors là, va falloir être chaud quand même, parce que un petit peu plus d'applaudissements pour les suivants. Alors l'UCM, ce soir, vous avez décidé de récompenser le regard critique sur ses propres compétences, qui est selon vous indispensable pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Roulement de tambour. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous avez décidé de remettre ce prix? On a décidé de récompenser le projet Millsilk. Alistair, Georges, vous pouvez nous rejoindre sur scène.
Alors Orange, votre épreuve cette année, elle était particulière. Vous aviez fait comme dans The Voice, on pitch et on se retourne si c'était bien. Vous, ce que vous avez décidé de récompenser, c'était l'innovation pour être capable d'imaginer demain, envisager les possibles sous un nouvel angle. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous avez décidé d'attribuer ce prix? Bien sûr, et donc j'appelle Méline Gender et Bees Boost. Donc ici ce sont des abeilles et pas des colibris. Méline Gender de Bees Boost. Cette année, Vedia, pareil, vous aviez une épreuve particulière pendant 1 minute 30 face à la caméra pour vous convaincre. Ce que vous avez envie de récompenser, c'est cette force de conviction. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous avez décidé d'attribuer le prix ce soir? Au projet Lille B Studio. IOL, c'est pas la première fois que vous participez non plus. Chaque année, vous avez envie d'attribuer un prix pour l'empathie, pour pouvoir comprendre les besoins actuels, les besoins à venir. Alors, qui est le grand gagnant de IOL? Alors c'est Lilou avec le projet Lusty Food. Alors l'épreuve chez Impulse Now, vous ne vous y attendez pas, nous non plus. C'était un pitch, attention, silencieux. Qui a réussi à vous convaincre avec sa force de créativité pour trouver des solutions face aux défis actuels? Nous, on récompense ce projet Eco-Cover. Il y a trop d'entreprises, on n'a plus de place. DJM Digital, alors vous, cette année, c'était la capacité à fédérer pour pouvoir emmener un collectif vers une direction qui a du sens. À qui avez-vous décidé de remettre ce prix? Alors nous, c'est Dimitri de Corowin. La CCI, vous, cette année, c'était le sens aigu de l'engagement sociétal. Roulement de tambour également. Alors, si je peux juste prolonger le roulement de tambour, je voulais juste saluer tous les projets qui ont été proposés parce que franchement, c'était des projets, on a été super admiratifs, super impressionnés par ce qui a été proposé. Donc bravo à tous. Le choix fut super dur et donc nous, on récompense Bugmotion. BNP, ça fait quelques années aussi que vous participiez, mais il me semble que vous, c'était la première fois avec nous. Vous, c'était le fait d'inspirer la confiance que vous aviez envie de féliciter. Et le gagnant est... Une première, pleine de dopamine, un duo, féminin, présent sur la scène. Clarisse. Et donc c'était Eco-Cover. Clarine et Louise. Et puis pour le grand prix, le prix de Wing, 2500 €, vous avez décidé de l'attribuer à... Un peu de dopamine aussi. Donc la dopamine entre, d'une part, aller manger un bout et boire un verre, ou alors attendre un petit peu que je puisse faire mon Street Credit Habilitation. Je plaisante. En gros, un dossier qui combine beaucoup de choses, conscience environnementale, énergétique, innovation, c'était important pour nous, alimentation, technologie, et donc c'est le projet High. Antonin, Wadir, Thomas. Merci à tous et félicitations à tous les autres qui ont participé aussi. Je vous propose de les applaudir une dernière fois avant qu'on clôture la fin de cette conférence.
Je vois le photographe courir comme je n'ai jamais vu un photographe courir. Il court, il arrive, hop là, il redescend, c'est parti, et c'est bon pour la photo. Cliché. Et si on applaudissait ou je sais pas, on faisait un truc. Un grand merci à tous. Vous pouvez rejoindre votre place. Par où vous voulez, le plus facile. Tout au long de cette conférence, vous avez entendu des choses qui parlaient à votre tête, peut-être d'autres qui parlaient à votre cœur, le savoir d'un scientifique, et puis l'imaginaire d'un enfant, les blocages qui ralentissent nos actions individuelles d'une part, et puis notre besoin de se rassembler en collectif d'autre part, l'engagement d'entrepreneurs, et puis la puissance de la musique. Le récit du colibri nous interroge sur ce qui résonne en nous, sur ce qui nous résonne. Il questionne le sens, nous rappelle l'importance du collectif et aussi l'impérieuse nécessité d'agir. Le collectif est important. Le colibri nous rappelle aussi qu'il n'y a pas une seule et unique solution, mais une multitude de solutions qu'il convient à chacun, à chacune, de prendre, de faire, en fonction de ses convictions, de ses envies, de ses besoins. L'enjeu, à partir d'aujourd'hui, sera, pour chacun de vous permettre de voyager dans l'imaginaire des possibles. Et pour ça, n'oublions jamais notre âme d'enfant. C'est elle qui nous fait voyager loin, très très loin. Et si chaque citoyen était un aventurier qui osait sortir de sa zone de confort pour explorer des nouveaux possibles? Et si pour guider ses pas, l'humain devait retrouver le sens de sa vie, qui serait de vivre en harmonie avec lui-même, avec ses semblables et avec sa planète? Et si, au lieu de parler de l'après comme d'une fin, on en parlait comme d'un début, sans savoir précisément où l'on va, mais en ayant la conviction de trouver le bonheur sur le chemin? Et si les plus chanceux, qu'ils soient individus, entreprises ou nations, décidaient naturellement de faire leur part, chacun, en fonction de leurs moyens et de leurs convictions? Et si chaque citoyen nourrissait sa raison d'être qui lui permet de consommer de manière juste et éclairée? Et si le politique était porteur d'une vision d'avenir qui permette à chacun de construire un monde inspirant? Et si l'entrepreneur se faisait le moteur des changements nécessaires, celui d'un juste équilibre entre l'humain, la planète et le profit? Et si chacune et chacun avait la sérénité d'accepter les choses qu'il ne peut changer, le courage de changer les choses qu'il peut, et la sagesse d'en connaître la différence?
Et si le scientifique, l'enfant, le citoyen, l'entrepreneur et l'artiste marchaient main dans la main pour bâtir le monde dans lequel je vivrai quand je serai grand? Let's take a breath as the sunlight shines from the bed. Split through those brains where they are searching for some regret. The night is coming, it's time to find some trust. All the strange things that might put to get in your head. And now standing in front of you to start the race. Falling asleep is harder when your eyes are red. The night is coming, it's time to find some trust. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci Emilien pour ta candeur. Merci Sébastien pour ton message d'espoir. Merci à toi Condor pour la douceur de ta musique et cette puissance qui nous a entraînés. Merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Merci à Philippe, merci à Gaëtan, mais vous pouvez continuer à les applaudir. Merci à tout le monde, merci à tous nos partenaires d'avoir soutenu cette édition et ces jeunes entrepreneurs. Et surtout, un énorme merci à toute notre équipe, l'équipe du Venture Lab, sans qui ça n'aurait jamais eu lieu.